Bonjour, juste avant que vous profitiez de cette interview, j'aimerais vous préciser qu'il s'agit d'un partenariat entre ERAPRO et OKDoc. Notre objectif est de vous faire découvrir la recherche dans les technologies immersives à travers en particulier des jeunes chercheurs et des doctorants. Si vous connaissez des personnes qui travaillent dans ce domaine, n'hésitez pas à nous les signaler, soit en commentaire, soit en nous envoyant un message. Je vous remercie. Bonjour Alexandre, merci de nous accorder un petit peu de temps pour parler de ton travail. Merci, bonjour à vous aussi. Si tu veux bien, on va commencer avant d'aller dans le cœur du sujet. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà et puis déjà commencer à nous dire qu'est-ce qui t'a amené à faire une thèse et à ce sujet de thèse? Alors, donc je m'appelle Alexandre Barbier et en fait, de base, j'ai fait une école d'ingénieur informatique, donc le SIEA à Laval, et je me suis orienté au cours de cette formation sur tout ce qui était réalité virtuelle. Euh, ça s'appelait à l'époque vraiment la section réalité virtuelle. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert et c'est plus voilà XR en général. Euh, mais voilà. Par la suite, j'ai voulu faire justement un doctorat, enfin une thèse plutôt. Et j'ai essayé de rechercher un peu à droite, à gauche, c'était plutôt compliqué avant de tomber en fait sur l'ESTACA, donc pareil, une école d'ingénieur, mais plus centrée sur tout ce qui était transport, et qui recherchait justement des personnes pour de la réalité virtuelle, pour tout ce qui est simulateur de conduite, euh, donc une thèse autour de ça. Et en fait, il se trouvait à 20 mètres de là où j'ai fait ma formation. Donc ça m'arrangeait plutôt bien. Donc voilà, tout se goupillait assez bien. Donc c'est pour ça que je suis allé là-bas. Alors après, concernant la thèse, après pourquoi j'ai voulu faire une thèse, euh, de base c'était plus pour aller, parce que j'ai envie d'aller au bout des études, on va dire, vraiment aller au bout. Et par la suite aussi, j'ai vu que ça pouvait m'amener à tout ce qui est enseignement dans le supérieur, qui m'intéressait. Donc voilà comment j'ai pu aller jusqu'à là. Alors, rentrons un petit peu maintenant dans le vif du sujet, si tu veux. Est-ce que tu peux nous parler de ton sujet de thèse, nous expliquer le projet, on va dire la question centrale que tu cherches à résoudre, ou au moins sur lequel tu as travaillé ces 3 dernières années. Ok. Alors en fait, alors là je vais avoir, j'ai des choses à raconter, ça, c'est sûr. En gros, dans tout ce qui est automobile, il y a ce qu'on appelle les aides à la conduite. Donc, ils vont aider justement, euh, normalement, enfin, qui vont aider le conducteur à conduire sur la route. Donc, ça peut être du simple détection par exemple, de lignes quand vous traversez la ligne qui va vous prévenir à la conduite automatique, celle que tout le monde recherche, Google, etc., en ce moment. Mais justement, par la suite, on suppose que dans le futur, ça va être surtout de la voiture autonome, mais la voiture autonome, elle ne va pas être centrée sur aider le conducteur à conduire, elle va être centrée plutôt sur tout ce qui est environnement extérieur. Donc aussi comment communiquer avec aussi les autres usagers de la route, parce que tout le monde n'aura pas, sur la route, il n'y a pas que des voitures automatiques, il y aura sûrement aussi à un moment des conducteurs classiques. Il y aura toujours des piétons, il y aura toujours des vélos, il y aura toujours justement d'autres moyens de transport qui ne seront pas automatiques. Donc, il va falloir que la voiture autonome communique avec ses usagers extérieurs, en fait, euh, de la route. Pour ça, en fait, on s'est dit qu'il va falloir, dans ce cas, développer ce qu'on appelle, nous, des aides à la conduite orientées communication, les ADAS OC, on nomme ça, qu'on a nommé. Mais comment développer ces ADAS OC, donc orientés vers la communication? On s'est dit qu'on allait partir, en fait, d'un développement d'aide à la conduite classique, donc qui est un cycle en V, avec une phase descendante enfin, une phase descendante de modélisation et une phase montante d'intégration au fur et à mesure et de validation. Sauf que souvent dans ce type de développement, l'intégration du futur utilisateur arrive vers la fin. C'est-à-dire, on va modéliser, on va intégrer au fur et à mesure le système, et à la fin, on va tester avec l'utilisateur pour savoir si le système marche bien avec lui, est-ce qu'il arrive à l'utiliser, voilà, qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il en pense aussi. Le problème, c'est que là, vu qu'on est plus orienté communication avec ces nouveaux systèmes, euh, il- le fait que l'utilisateur arrive tard, ça peut mener à des problèmes
justement des problèmes qui pourraient modifier le modèle par la suite. Par exemple, l'utilisateur trouve que ah, mais il comprend rien du tout à la communication que la voiture autonome a voulu faire. Ah bah mince, dans ce cas, il faut qu'on revoie tout le modèle, donc il faut qu'on revienne en arrière dans le développement, il faut qu'on refasse encore une fois de la modélisation, il faut qu'on refasse de l'intégration pour enfin revenir à l'utilisateur qui, lui, va tester, qui va encore avoir notre avis, peut-être le bon, ou peut-être encore mauvais, et puis ensuite retourner, ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on souhaitait intégrer les utilisateurs le plus tôt possible dans ce développement, dans ce type de développement. Donc en fait, dès la phase de modélisation, mais comment faire pour intégrer un utilisateur alors que enfin, le LED de la conduite n'est juste qu'un état de modèle en fait. Justement, grâce à tout ce qui est réalité virtuelle, simulation, et ici, plus particulièrement, je me suis intéressé à la simulation de simulateurs de conduite. En gros, les autres conducteurs de la route. Donc en fait, j'ai travaillé autour de ça et de l'intégration de ce nouveau type de développement et de l'utilisation de simulateurs à ce niveau-là bah, du développement. Alors, ça veut dire aussi une chose assez particulière, c'est-à-dire que tu dois redévelopper les simulateurs de conduite, en gros, réutiliser les simulateurs de conduite et les redévelopper pour qu'ils soient adaptés à ce que tu veux, comment dire, à la façon dont tu veux interpréter les signes venant des utilisateurs. Mm. C'est toute la difficulté, en fait, j'imagine, de la recherche et de la concrétisation ensuite. C'est ça, parce qu'après, il existe déjà des simulateurs aussi de conduite sur le marché qui font diverses choses, mais je n'ai pas trouvé qui soient adaptés, on va dire, pour le coup, à ce que je souhaitais. Donc, j'ai développé moi-même le truc. Et c'est tout ce que je cherchais, en fait, aussi au niveau du simulateur de conduite, qu'on veut intégrer justement un simulateur de conduite, on se dit à ce niveau-là, il faut qu'il soit assez, ce qu'on appelle un simulateur léger, c'est-à-dire qu'il soit assez modulable, parce qu'on est dans une phase justement de modélisation. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des changements dans tous les mois ou toutes les 2 semaines sur le modèle. Donc, va falloir pouvoir tester assez vite, en grande quantité, avec aussi des fois, on veut que ça soit hétérogène, enfin, il y a de la diversité dans justement les gens qui testent le système pour savoir bah, forcément, une personne de 80, enfin de 60 ans va pas penser peut-être la même chose qu'une personne de 20 ans quand elle va apprendre à conduire, quoi. Surtout étudier aussi comment euh, comment vont réagir justement les usagers de la route la première fois qu'ils vont voir le système, parce que ça va être nouveau. Forcément, il y aura une phase d'adaptation. Donc, voir comment ils réagissent la première fois pour savoir s'ils comprennent bien aussi dès la première fois, ou si justement ils ralentissent, s'ils font gaffe. Euh, donc c'est pour ça il faut un système justement qui soit léger, modulable, qu'on puisse peut-être reproduire un peu partout dans le monde aussi assez facilement, euh, parce que ça peut aussi dépendre des régions du monde. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers ça. Donc un simulateur de conduite léger, c'est ce qu'on a développé. Donc avec seulement volant, pédale, ici texte de réalité virtuelle. Avec sur la simulation, on est tourné sur Unreal Engine 4 où tout a été fait un peu de A à Z dessus. Mais il faut savoir aussi qu'avant d'utiliser en fait tout ce qui est simulateur de conduite, tout ce qui est voilà, simulateur même piéton ou autre, il faut essayer de valider ce simulateur, ou plutôt de valider les comportements des utilisateurs dans ce simulateur, savoir si les comportements sont les mêmes ou non, sont les mêmes que dans la réalité, parce que si jamais les comportements sont complètement différents, ça sert à rien de l'étudier directement dans un simulateur. Il y a donc toute une phase de validation avant des comportements. Nous, on s'est concentré, en fait, on a fait comme si on avait développé un associé, mais plutôt projection au sol, et on a voulu savoir, parce que l'expérience a déjà été réalisée euh, à l'Estaca, donc j'ai repris et donné cette expérience-là, j'ai essayé de le reproduire dans le simulateur, et on a essayé de voir si les comportements étaient les mêmes ou pas. Il y a les comportements objectifs, donc ça va être tout ce qui est comportement, on va dire, mesurable, enfin vraiment mesurable dans le sens vitesse, position sur la route, etc., etc. Mais on a aussi voulu valider tout ce qui est comportement subjectif. Ça va être aussi l'avis des gens sur le système. C'est-à-dire, dans l'expérience réelle, après, ils avaient répondu à un questionnaire sur
sous forme de Likert sur est-ce que vous avez bien vu le système, est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous pensez utiliser, etc., etc. Et on a voulu on a voulu valider justement ces comportements subjectifs dans le simulateur. Donc justement, après avoir testé dans le simulateur, est-ce que les gens pensent la même chose du système? Justement pour déjà avoir le premier retour et être sûr que les premiers retours soient bons, quoi. Ou alors s'il y a un biais, euh, connaître ce biais, peut-être pouvoir le quantifier pour quand même pouvoir l'utiliser. Dans le sens, bon, on n'a pas forcément euh, pile poil les mêmes mesures en brut, ça veut dire on a 90% de gens qui sont d'accord en virtuel, mais on a peut-être 70% en réel. Certes, c'est différent, mais en tous les cas, le positif gagne. Donc ils sont quand même d'accord, même si apparemment ils ont l'air d'être beaucoup plus d'accord dans virtuel qu'en réel. Donc voilà, ça peut quand même donner des pistes de réflexion pour le développement et la modélisation du système. Donc voilà, on a fait toute cette phase de validation qui a été réussite. Et puis justement, on a refait aussi récemment une nouvelle session de test avec encore plus de personnes, où on a essayé aussi d'améliorer le simulateur, dans le sens où on a voulu aussi améliorer tout ce qui était graphisme, on va dire, et performance, pour que ça soit beaucoup plus stable, euh, et pour que ça soit aussi un peu plus réaliste dans le système, pour voir aussi si ça change des choses. Mais surtout aussi, on voulait tester, on a testé la projection classique qui avait déjà été faite, mais on a voulu tester avec d'autres types de projections, justement, ce qui permet pour montrer qu'on peut modéliser, enfin, on peut utiliser ce système pour mettre rapidement en place des tests, euh, un petit simulateur pour mettre en place rapidement des tests. Là, je reprends. Et justement, tester divers formats ici de projection, divers couleurs, mais aussi pouvoir intégrer des actions qui ne seraient pas possibles en réel, ou qui mettraient en danger l'utilisateur si on faisait ça pendant les tests. Exemple, ici dans notre second test, on a voulu faire reculer un peu la voiture. En gros, c'était une projection au sol pour prévenir que la voiture allait une voiture garée dans un parking souterrain allait reculer. Dans le test réel et dans les premiers tests virtuels, la voiture ne bougeait pas du tout, il y avait juste la projection au sol et on observait le comportement de l'utilisateur. Là, ce qu'on a rajouté en plus, c'est que la voiture, enfin non, en virtuel, de temps en temps, la voiture reculait. Donc, ça permettait de voir justement la réaction pour savoir aussi si les gens prenaient en compte la projection ou pas. C'est-à-dire, si elle reculait sans projection, quand est-ce qu'il commence à réagir? Et quand ça recule avec projection, est-ce que, vu que la projection commence avant le recul, est-ce qu'il s'arrête plus tôt ou est-ce qu'il s'arrête justement ou exactement au même moment que- qu'un- si jamais la voiture reculait classiquement. D'accord. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans cet ensemble d'études, dans les données que tu as recueillies, est-ce que certaines données, certains comportements ou certaines découvertes t'ont étonné par rapport à ce que tu connaissais avant? Euh, Découverte. Après, c'était. Non, ça m'a pas étonné parce qu'après, on valide des comportements réels. Après, si, il y a quand même certaines choses qui m'ont perturbé. Enfin, perturbé. J'ai vu que les gens avaient tendance peut-être des fois à conduire soit plus rapidement, soit moins rapidement que dans la réalité. Il y en a qui prennent ça un peu pour un jeu. Donc forcément, ils vont à 50 km/h dans un parking souterrain. Personne ne va à 50 km/h dans un parking souterrain. Mais donc il y a deux, trois choses à voir de ce côté-là. D'autres justement qui vont plus doucement, mais plus à cause justement de tout ce qui est simulation sickness, parce que oui, dans les études, forcément, il a fallu étudier ça. Vu que c'est aussi un simulateur léger, ça veut dire qu'il est facilement mis en place, et pour pas cher, on va dire. Euh, Ça va être aussi, bah, on a forcément des simulation sickness qui arrivent plus rapidement que de gros systèmes, forcément, qu'ont Renault ou Volkswagen, niveau simulateur de conduite. Donc, étudier ça pour savoir aussi combien de temps les gens peuvent rester euh, dans le simulateur. C'est-à-dire, est-ce qu'on prévoit des petites sessions de test ou est-ce que les gens peuvent rester une demi-heure dedans pour une grosse session, etc., etc. Donc, si le fait que les gens... voilà, c'est aussi la première fois que je testais justement tout ce qui était question de simulation sickness, donc voir les gens aussi
voir ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Puis, enfin, c'est là aussi où j'ai remarqué que ça, justement, ça suivait un peu les tendances qui avaient déjà été trouvées dans les articles scientifiques souvent, plus la personne est âgée, moins plus elle a de chances d'avoir de la motion sickness, ou plus rapidement. Pareil, si c'est une femme va avoir tendance à avoir plus de motion sickness que les hommes. Même si c'est m'est arrivé d'avoir un homme de la vingtaine avoir directement de la motion sickness. Mais ils sont moins présents en proportion par rapport aux autres, quoi. Bon. Ok. Tu nous as, bon, on voit à peu près maintenant sur quoi tu as travaillé. Là, tu es en pleine période de rédaction, Hum. donc tu es encore doctorant pour quelques mois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu vois la suite, toi, quel pourrait être ton futur parcours professionnel? Alors en fait, je suis encore doctorant, mais j'ai déjà signé un CDI. Vu que je suis en fait, mon CDD de doctorant avec Estacalab, donc le laboratoire, a été terminé le 30 septembre, c'est ça, le 30 septembre. Et au 1er octobre, en fait, j'ai re-signé un contrat avec l'Estacad, mais en tant qu'enseignant. Donc en fait, j'enseigne en même temps que je rédige. Euh, donc j'enseigne l'informatique. Après, justement, enseignant, c'était vers quoi je voulais me tourner, enseignement. Même si j'aurais voulu que ça soit un peu plus enseignement avec un peu de recherche. Je ne comptais pas enfin, forcément rester complètement dans la recherche, mais en avoir quand même un tout petit peu pour quand même étudier certaines choses et puis continuer quand même un peu les travaux que j'ai commencé quoi sur le côté. Bon, j'ai pas eu la chance parce qu'ils recherchaient vraiment qu'un enseignant à 100%, mais je compte dans le futur essayer de trouver quelque chose qui soit un peu des deux enseignants-chercheurs avec sûrement 80% enseignement, 20% recherche, un truc dans ce genre-là, quoi. Et que ce soit, après, c'est vrai que je compte rester aussi dans la région si possible, au niveau de la carrière, c'est-à-dire au niveau Mayenne, Sarthe, Tours, enfin aussi. Donc voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir parlé de tout ça. Bonne fin de rédaction, quand même, Merci. puisque tu es en plein dedans. Et puis, si on a l'occasion, on se refera un petit point à 1 an ou 2 ans pour voir les nouveautés aussi dans le domaine que tu étudies. Ça marche. Merci Merci beaucoup. beaucoup.